brillamment évoqué cette bulle dans laquelle met le pervers narcissique sa victime, mais on a oublié de dire une chose qui me paraît essentielle pour décrypter l'emprise, c'est la notion de projection. Il faut savoir que le PN attribue toujours à l'autre son mode de dysfonctionnement. Et bien souvent, cet être parfois dépressif, qui se part d'habits merveilleux, eh bien, fait en sorte que sa victime déprime. Mais ce n'est pas la dépression de la victime, c'est la dépression du PN qu'elle subit d'une manière projective. Dès lors que les victimes ont compris qu'il y avait un aspect majeur dans cette relation qui est le phénomène de projection, eh bien, il y a déjà une forme de distance qui se met en place. Et c'est ça. Deuxièmement, tu as évoqué, Laurent, cette notion de tigre en papier que j'utilise bien souvent. C'est vrai qu'on leur offre une puissance qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ne vivent qu'à travers vous. Il faut savoir que la victime est souvent une forme de colonne vertébrale et que dès lors qu'ils s'en séparent, ils s'effondrent. Et ça fait écho à ce qu'on a appelé tout à l'heure, cette forme de psychose blanche, cette forme d'autisme affectif et d'autisme du lien, cette incapacité à créer un lien empathique. Mais je crois que la notion pour, je dirais presque pour vous, qui êtes un peu pas néophyte, mais si vous en êtes victime, la notion de projection est quelque part un élément très important. C'est le mécanisme principal du PN, avec cette propension à culpabiliser l'autre. L'autre est toujours responsable de tout. La faute, c'est toujours l'autre et jamais lui. Merci. Alors, avant de passer à la deuxième table ronde et vous donner la parole, je voulais vous informer que Mme Myriam Kemener, qui était indiquée dans nos programmes initiaux comme devant intervenante sur les aspects juridiques, ne peut pas se libérer ce matin. Elle est avocate générale à la Cour d'appel de Paris. Elle a accepté de venir à ce colloque, mais elle ne viendra que cet après-midi. Donc, dans la troisième table ronde, celle qui sera consacrée justement au harcèlement économique, elle reprendra la parole, notamment sur la problématique, sur le harcèlement au niveau de l'Internet. Donc je vais la remplacer, si vous en êtes d'accord, très rapidement, pour confronter effectivement, puisque c'est l'objet de ce colloque, les points de vue du juriste, les points de vue de l'avocat par rapport au psychiatre, par rapport au psychologue. D'emblée, je voudrais provoquer la réaction du docteur Roland Coutenceau et de vous tous qui êtes dans la salle, en vous donnant un texte de loi, puisque nous sommes dans un état de droit, nous avons des lois, et ces lois doivent être appliquées. Alors j'ai une loi du 4 août 2014, qui s'appelle « Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes », qui dans son article 51 dit que est désormais obligatoire, 2014, nous sommes en 2018, les formations initiales et continues des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats. Cet après-midi, je vais poser la question à Myriam Kemener, est-ce que cette formation obligatoire, prévue par la loi du 4 août 2014, effectivement, les magistrats, notamment les juges aux affaires familiaux auxquels nous sommes confrontés, et également les juges pour enfants, mais aussi peut-être les représentants du parquet, l'ont suivi, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants de l'éducation nationale. Il y a de nombreux enseignants, je crois, dans la salle. Est-ce que vous avez eu cette formation obligatoire? Des agents de l'état civil, des personnels d'animation sportive, des culturels, des personnels de la police nationale. Je sais qu'il y a des représentants ici de certains commissariats, des assistantes sociales qui y travaillent, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, etc. Comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, ainsi que sur les mécanismes d'emprise psychologique. Formation sur les mécanismes d'emprise psychologique. Alors, docteur Roland Coutenceau, vous êtes un formateur, est-ce que vous avez formé ces personnes, ces magistrats, à cette problématique? Est-ce que dans la salle, vous pouvez nous dire combien de personnes ont pour le moment suivi cette formation qui est prévue depuis 2014, nous sommes en 2018. C'est juste pour ouvrir le débat, après on y revient. Sur le reste, sur le droit. Roland Coutenceau nous a donné une définition en droit, et le droit c'est relativement clair, net et simple, il suffit d'acheter un code pénal et un code civil, vous avez tout dans le code. Alors je vais
tout simplement vous le rappeler que malheureusement, la justice parfois est un passage obligé. Non pas qu'on soit contre, évidemment, la médiation, non pas qu'on soit contre le droit participatif, simplement il y a des moments où ça ne peut pas se faire. Dans un certain nombre de situations, je crois que dans la table ronde tout à l'heure, notamment quand il s'agit des enfants, nous allons voir qu'ils sont instrumentalisés à telle enseigne, parfois qu'ils sont utilisés comme une arme contre l'autre, qu'ils sont complètement démolis, que si vous commencez à négocier pendant 3 mois, 6 mois, l'autre va organiser aussi sur l'insolvabilité. Le jour où la prestation compensatoire devra être versée, c'est l'objet de la table ronde cet après-midi, comme par hasard, il a perdu son métier, comme par hasard, quand il a la profession libérale, il n'a plus d'argent. C'est-à-dire, c'est bien de négocier. Mais à un moment donné, il faut aussi peut-être se défendre. Avec les armes. Et les armes, c'est le droit. Alors que nous donne la loi du 9 juillet 2010, je crois que c'est une loi essentielle qui, pour la première fois, définit le harcèlement moral. D'abord, il faut dire qu'elle s'intègre dans l'ensemble des problématiques de ce qu'on appelle les violences en général. Et je vais vous donner, si vous voulez, très rapidement le schéma tel qu'il apparaît en page 16, si vous voulez, du rapport, encore une fois, du Sénat. Vous avez comme infraction des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail, c'est-à-dire des violences physiques. C'est l'article 222-13 du Code pénal, vous le trouvez dans le Code pénal. Les violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours. Donc là, nous parlons de violences physiques. Vous recevez un coup, et en fonction de votre incapacité, vous encourez une peine. Pour les non-juristes, je vous rappelle, dans les branches du droit, vous avez plusieurs branches du droit. Ici, on ne parlera que de droit pénal, c'est-à-dire quand vous encourez une peine, quand vous passez devant un tribunal de simple police quand c'est une contravention, un tribunal correctionnel quand c'est un délit, ou une cour d'assises quand c'est un crime. Et pour le reste, ce qui va nous intéresser, et surtout, c'est le droit civil. On en parlera dans le débat dans la table ronde de tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'état des personnes, tout ce qui concerne le divorce, tout ce qui concerne les enfants. Ce sont deux choses diamétralement opposées, avec des professionnellement diamétralement différents. Au niveau du pénal, vous avez le procureur de la République, le juge d'instruction. Dans une procédure, je ne vais pas rentrer dans le détail, de type inquisitoire, aujourd'hui en France, qui passe à l'accusatoire en correctionnel. C'est un peu compliqué, si ça vous intéresse, je vous en donnerai les détails tout à l'heure. Au niveau civil, nous avons essentiellement un juge aux affaires familiales et un juge pour enfants qui est un peu transversal, puisqu'il peut aussi, quant à lui, intervenir sur le champ pénal pour certains cas. Et puis, dans cette liste des violences, apparaît subitement le harcèlement moral. 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d'amende. Article 223-32 du Code pénal. Puis, il y a les menaces de mort. Roland Coutenceau en a parlé. Encore faut-il que ce soit des menaces de mort réitérées 2 fois, pour qu'elles puissent effectivement être condamnées. C'est assez facilement prouvable quand c'est fait par téléphone, par exemple. Puis, nous avons les agressions sexuelles, c'est-à-dire tout ce qui est dans le champ des violences, ce qu'on appelle violence sexuelle, qui peut aller de l'agression sexuelle jusqu'au viol. Violence ayant entraîné la mort, évidemment, sans intention de la donner, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'homicide. Et puis, lorsque c'est avec l'intention de donner, qu'on appelle l'assassinat, et donc le viol. Alors, le harcèlement moral, il est défini dans ce champ-là. Et c'est au départ une infraction pénale. On est bien dans le pénal. Et la loi du 9 juillet 2010 va nous donner 2 éléments. Un élément essentiel, je vous ai parlé de cette loi tout à l'heure, c'est la loi qui est intitulée, très exactement, excusez-moi, je essaie de retrouver le titre, enfin je vous l'ai donné, violences faites aux femmes dans le couple et leurs conséquences sur les enfants. Et leurs conséquences sur les enfants, ça apparaît dans le champ civil, notamment lorsque le juge aux affaires familiales, et ça va être dit tout à l'heure dans la table ronde suivante, va statuer sur l'autorité parentale et sur la résidence des enfants, notamment garde alternée ou pas garde alternée, avec un pervers narcissique. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage si vous êtes en garde alternée. Toujours est-il que, en ce qui concerne, pour revenir à la définition du harcèlement moral au travail, le fait de harceler, donc on est dans le pénal, si vous allez au code
commissariat. Ça, c'est si vous déposez une plainte. Nous, en général, je vous le dis tout de suite, on le déconseille. Pour les raisons que vient de dire Roland. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se protéger et qu'il ne faut pas aller au front. Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. C'est là où nous avons besoin, évidemment, des certificats médicaux des médecins. Les médecins sont en première ligne, les médecins sont totalement absents actuellement de ce combat parce qu'ils refusent, à tort, parce qu'ils sont protégés. La loi de 2014 même leur oblige, dans un certain nombre de cas, de faire le signalement, on pourra en discuter. Il nous faut évidemment des certificats médicaux, puisque nous sommes dans ce champ invisible de la violence, qui est le traumatisme psychologique. Le docteur Heger et le docteur Coutenceau vont peut-être nous dire qu'on peut véritablement le constater, comme on peut constater une violence physique. Le stress post-traumatique peut se constater, à condition qu'on veuille bien le faire. Et nous avons derrière ça la définition ensuite du harcèlement moral dans la vie privée, qui est assez équivalente, en sachant que dans un premier temps, elle est simplement limitée aux personnes qui sont dans un couple, donc des conjoints, des gens mariés, anciennement mariés, divorcés, donc ayant des enfants, des gens qui ont été pacsés, anciennement pacsés, ou d'anciens concubins, ou des concubins ou anciens concubins. Le fait de harceler son conjoint, son partenaire, c'est exactement le même texte, lié par un pax ou son concubin, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, etc., etc., et punissable de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Alors, en ce qui me concerne, parmi les dizaines, voire les centaines de personnes que depuis 20 ans on suit, il n'y a pas une condamnation, depuis 2010 sur le harcèlement moral pur. Quand il y a du harcèlement téléphonique, c'est autre chose. C'est un autre texte. Oui, là, c'est objectivable, tu dis, il y a l'objectivation. Mais est-ce qu'on ne peut pas ne pas objectiver le traumatisme psychologique? Est-ce qu'on ne peut pas objectiver le harcèlement moral? Alors si, dans le rapport du Sénat, vous allez voir, le procureur de Paris dit « Nous avons eu une condamnation, donc c'est la preuve qu'on peut prouver. » Donc c'est prouvable. Le procureur le dit au sénateur. Je n'ai pas vu cette décision de justice. J'ai demandé à Mme Myriam Kebner, qui vient cet après-midi, si elle peut me retrouver cette décision, qui moi m'intéresse, à moins que dans la salle, il y ait des personnes qui aient eu effectivement des condamnations pour harcèlement moral pur. Même en province, nous avons des dizaines de dossiers à travers toute la province, nous n'avons pas une condamnation. Bien sûr, quand il y a en plus dégradation d'objets, etc., mais pour harcèlement moral pur, nous nous sommes intéressés par cette jurisprudence. Cette jurisprudence a été étendue en 2014, si vous voulez, ce texte, en 2014, à toutes les formes de harcèlement moral. C'est-à-dire, elle n'est plus limitée au couple, puisqu'en 2014, est dit, c'est un article 222-33-2-2, encore une fois, vous trouvez ça dans le code pénal, le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés, c'est toujours le même texte, ayant pour objet ou pour effet, etc., une dégradation de ses conditions de vie. Donc toute personne, aujourd'hui, que ce soit votre voisin, que ce soit votre grand-père, que ce soit n'importe qui, vous pouvez aller au commissariat et déposer une plainte. Alors dans certains pays, on appelle ça le stalking, c'est-à-dire longtemps on disait harcèlement, par exemple, le fait de se poser devant une porte tous les jours, devant une même personne, vous la voyez en sortant, elle vous suit, le gendarme à l'époque disait, oui, on est dans l'espace public, rien n'interdit de se poser devant une porte, rien n'interdit de vous suivre. Ça a été la réponse pendant des années, et ça l'est encore dans un certain nombre de cas. Quand vous êtes victime de ce genre de choses que les Anglo appellent le stalking, c'est-à-dire rôder, c'est-à-dire effectivement continuer à harceler quelqu'un de manière très large. Après, on a la violence psychologique. Et c'est là où il y a un débat. C'est que vous venez d'entendre, là, à l'instant, parler en permanence, par les psychiatres et les psychologues, de violence psychologique. Au niveau du droit pénal, la violence psychologique n'est pas l'équivalent du harcèlement moral. Or, beaucoup de psychologues, beaucoup de travailleurs sociaux font cette espèce de confusion, ces deux choses, même dans les commissariats, très différentes, puisque qu'est-ce que c'est que la violence psychologique? La violence psychologique, en fait, dit le texte, et c'est repris dans la loi de 2010,
Les violences prévues par les dispositions de la présente section que je viens de vous lire, c'est-à-dire tout ce qui concerne les violences physiques, sont réprimées quelle que soit la nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. C'est-à-dire que dans le harcèlement moral, il faut des actes répétés. Dans la violence psychologique, comme quand vous recevez un coup à la tête, il suffit d'un seul coup pour qu'il y ait une violence physique. La violence psychologique, d'après cette définition, il suffit, si vous voulez, d'une seule violence psychologique. Donc vous voyez bien, quand on parle de violence psychologique et de harcèlement moral, sur le plan du droit, c'est deux choses différentes, et même dans cet excellent ouvrage qui vient de sortir, Violence conjugale, le droit d'être protégé, qui est fait par M. Duron et par Mme de René, quand on regarde la définition qu'il donne dans la loi de 2010, il y a cette confusion qui est entretenue, si vous voulez. Le législateur pense la protection avant la commission, le fait de nouveaux violences, et on nous dit la loi du 9 juillet 2010, relative aux violences, faites spécifiquement aux femmes, etc., etc., elle définit le délit de violence psychologique. Sauf qu'elle définit essentiellement le délit de harcèlement moral. C'est-à-dire que dans cet ouvrage-là, on ne parle même pas de harcèlement moral. C'est-à-dire qu'il y a un déni aujourd'hui du corps social, si vous voulez, par rapport à la problématique du harcèlement moral dans la vie privée. Et quand vous allez au commissariat, évidemment, vous n'avez pratiquement aucune chance, mais aucune chance, pour obtenir, si vous voulez, un suivi. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, ça fera l'objet des intervenants de tout à l'heure, d'avoir un suivi sur le plan pénal, que ce soit au niveau d'une plainte simple, on vous expliquera tout à l'heure, ou devant une plainte à la constitution de partie civile. Après, par rapport au différentiel qu'on vient de nous dire, dans les expertises, je voudrais poser la question au docteur Coutenceau. Nous avons aujourd'hui je viens cette fois-ci dans le champ du civil. Dans le champ du civil, très souvent, avant que les magistrats, vous savez, il y a 6 critères, avant que le magistrat puisse fixer la résidence d'un enfant, il y a le premier critère qui est les usages mis en place par les parties, le deuxième critère qui est le désir exprimé par l'enfant à condition qu'il soit en âge de discernement, le troisième critère c'est la manière dont chacun des parents respecte les droits des autres, le quatrième critère c'est les expertises médico-psychologiques qui auraient pu être ordonnées, le cinquième critère c'est les enquêtes sociales, et le sixième critère, qui est rajouté justement par la loi du 9 juillet 2010, c'est les violences ou pressions exercées par un conjoint sur l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en principe, en 2018, et ça depuis 2010, les juges aux affaires familiales devraient tenir compte, alors c'est vrai que c'est pas cumulatif, c'est notamment, devraient tenir compte de ce critère-là, en sachant que cette loi, ce dernier critère est un peu imparfait, puisque lorsque je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction, lorsque la loi du 9 juillet 2010 a été votée, a été faite un peu sous la pression du Conseil de l'Europe, la Convention d'Istanbul sur l'enfant témoin n'était pas encore sortie, c'est-à-dire qu'en principe, ce dernier paragraphe devrait être, et je pense que le législateur devrait s'en emparer, plutôt que de discutailler sur des choses comme la garde alternée, qui est de mon point de vue sans fondement actuellement, devrait rajouter dans ce paragraphe sixièmement les pressions ou violences exercées par un conjoint sur l'autre en présence d'un enfant témoin. Et ça mettrait la France en harmonie avec la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe qui existe depuis 2011 et qui est entrée en vigueur en 2014. Alors sur ces expertises, aujourd'hui, que nous demandent en général les experts, puisque c'est un des 5 ou 6 critères. L'expert, la mission de l'expert, vous la connaissez, docteur Coutenceau, ou les personnes qui sont dans la salle qui font des expertises, c'est toujours la même chose, et c'est la même chose même avant la loi de 2010. C'est-à-dire que depuis que moi je suis avocat, je connais ce type de mission. Donc le fait qu'on rende aujourd'hui obligatoire la formation, par exemple, à l'emprise, cette notion d'emprise, on ne la trouve pas dans les expertises. On trouve quoi? Rencontrer les parents et l'enfant en présence des parents, procéder à leur examen psychologique et décrire le fonctionnement des relations intrafamiliales, donner un avis sur l'origine des difficultés relationnelles de l'enfant avec l'un ou l'autre de ses parents, donner des éléments permettant au juge d'apprécier les conditions dans lesquelles l'autorité parentale pourrait être exercée dans l'intérêt de l'enfant, notamment pour la fixation de la résidence de l'enfant et l'exercice des droits de visite et d'hébergement. Et c'est dans ce cadre-là, docteur Coutenceau, que dans la mesure où vous avez fait ce descriptif de tout à l'heure entre les différentes formes de violence pouvant exister, l'égocentrique, le pervers, etc.,
je ne vais pas revenir là-dessus, ça apparaît très bien dans votre rapport de 2009, j'avais demandé à un magistrat de nous donner dans la mission de savoir est-ce qu'on peut examiner des personnalités au regard des profils que vous décrivez. Et le magistrat nous dit, compte tenu des conflits parentaux et de l'absence d'éléments suffisants au dossier, une expertise médico-psychologique apparaît nécessaire, donc toujours la même, celle qu'on a depuis longtemps, sans qu'il soit nécessaire de préciser une question relative à l'existence de postures manipulatrices, d'instrumentalisation et d'aliénation de l'enfant, telles qu'énoncées par le docteur Coutenceau et dans le rapport Bosquet-Jouffroy. Le rapport Bosquet-Jouffroy, c'est le rapport parlementaire de 2009, du mois de juillet 2010, éléments et rapports connus des professionnels en la matière. Ce qui veut dire, les professionnels connaissent la problématique, ils ont tous été formés depuis 2014, donc ils connaissent les problématiques de l'emprise, donc il n'est pas nécessaire qu'on pose une question spécifique là-dessus. Voilà. Donc j'en terminerai là, j'aurai d'autres questions peut-être tout à l'heure dans le débat par rapport à la délégation parentale, et on va vous donner quelque peu la parole avant de passer à, parce que je pense que les questions ressortent.